Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Faure Gnassingbé sera bel et bien candidat à sa succession pour l'élection présidentielle togolaise du 22 février 2020. Le président sortant a été investi candidat de son parti, l'Union pour la République. Il brigue un 4e mandat. Au Cameroun, le gouvernement a décidé d'instaurer la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur du commerce en ligne en 2020. Une tâche qui ne sera pas aisée selon des spécialistes de la fiscalité. Et puis le Sénégalais Sadio Mané au sommet du football africain. Il a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2019, un titre qu'il a dédié à ses compatriotes. Mais tout d'abord, ouvert ce mardi 7 janvier, le procès en appel de l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou à la cour d'appel de Cotonou a été renvoyé sous quinzaine. Il avait été condamné par la justice béninoise à une peine de 5 ans d'inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis et 50 millions de francs CFA d'amende. Cette décision de justice fait suite aux accusations de dépassement des frais de campagne, contrairement à ce que prévoient les textes faux et usage de faux lors de la présidentielle de 2016. L'avocat de l'ancien Premier ministre, Maître Robert Dossou, avait interjeté appel en dénonçant un procès politique. Investi mardi 7 janvier, candidat à la présidentielle de 2020 par son parti, le président sortant togolais Faure Gnassingbé est officiellement en lice pour un 4e mandat. Le compte à rebours est donc lancé pour le parti au pouvoir Union pour la République qui devra affronter l'opposition dans un scrutin à 2 tours. Reportage de notre correspondante au Togo, Aimé Fakofi. Le président Faure Gnassingbé investi candidat UNIR à la présidentielle de 2020. Le parti au pouvoir Union pour la République a donc mis fin au suspense ce mardi à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures à la commission électorale. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Nombreux étaient-ils aux couleurs du parti à soutenir leur candidat qui a semblé garder le suspense jusqu'aux dernières heures. Les organisations de la société civile regroupées au sein du Front citoyen Togo Debout qualifient d'anticonstitutionnel le processus électoral en cours. Pour cause, l'absence des membres du Sénat au sein des représentants de la Cour constitutionnelle chargés de valider les résultats du scrutin. Au-delà de l'union des leaders politiques, il faut absolument que la population puisse se mobiliser pour faire pression et obtenir un certain nombre de conditions nécessaires pour une véritable transparence du processus et une vérité des urnes. En mai 2020, le président Faure Gnassingbé bouclera 3 mandats de 5 ans à la tête du Togo. La nouvelle constitution togolaise lui autorise de faire 2 mandats supplémentaires. À cette présidentielle à 2 tours, il devra faire face à l'opposition qui s'y présente en rang dispersé. Une vingtaine de candidats au nombre desquels le président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, Agbeome Kodjo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, ont déjà retiré leur formulaire de candidature à la CENI. La campagne électorale court du 6 au 20 février 2020. En Algérie, le processus de révision de la Constitution a officiellement été enclenché. Ce mercredi 8 janvier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Ahmed Laraba à la tête d'une commission d'experts qui sera chargée d'établir des propositions pour le nouveau texte. La révision de la Constitution figurait parmi les principaux engagements électoraux du nouveau président algérien. Dans un communiqué, la présidence de la République a précisé que la révision envisagée sera profonde et permettra d'asseoir une nouvelle gouvernance. Au Congo, le pétrole reprend son envol et tourne désormais autour des $70, le prix du baril initialement fixé à $57. Une reprise qui pourrait redonner du souffle à l'économie congolaise si des efforts supplémentaires sont fournis, notamment sur le plan de la gestion des ressources et la lutte contre la corruption. Ange Noménian. Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De $57 le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre $70. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays.
Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose, c'est que à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville en tant que pays en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a deux choses qui doivent se mettre sur la table. Un, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autre que le secteur pétrolier pour être en mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du produit intérieur brut en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. Afin d'augmenter les recettes publiques, le gouvernement camerounais a décidé d'instaurer la TVA dans le secteur du commerce en ligne. La loi de finances 2020 prévoit à cet effet la mise en œuvre des procédures simplifiées pour faciliter la collecte de cette nouvelle taxe. Les explications de Corinne Kamseux. Au Cameroun, le gouvernement compte améliorer ses recettes grâce au commerce électronique. Aussi, les ventes de biens et prestations de services effectuées en ligne sur le territoire camerounais à travers les plateformes de commerce électronique ainsi que les commissions y relatives sont désormais assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. À mon sens, on devrait se concentrer sur d'autres recettes beaucoup plus factuelles qui existent et qu'on n'arrive pas à recouvrer que d'aller sur des recettes à ce stade chimérique parce que le commerce est embryonnaire, mais aussi fragiliser les start-up et les PME qui ont besoin d'une bouffée d'oxygène pour se développer. Cette nouvelle disposition implique pour les plateformes de commerce électronique l'obligation de liquider, déclarer et de reverser la TVA sur les transactions numériques effectuées par les consommateurs camerounais. À cet effet, des procédures virtuelles et simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA pour les dites plateformes seront développées. Mais vouloir taxer un secteur où le courant part 2 fois sur 3 et où les entreprises n'ont pas la communication qu'il faut, je pense que ce serait un vrai challenge de faire de comptabiliser ces recettes. On verra bien comment ce sera possible. Pour moi, c'est une ligne de plus sur la loi des finances qui, sur le plan pratique, ne sert absolument à rien. Un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement paru en décembre 2018 sur l'indice du e-commerce en Afrique classait le Cameroun 10e marché virtuel continental. Toutefois, la récente fermeture de la plateforme Jumia Cameroun pourrait entamer le volume des transactions commerciales en ligne. Tout de même, le potentiel demeure avec un taux de pénétration de l'usage des smartphones qui se situe à près de 80%. Direction le Bénin à la rencontre de l'artiste musicien Robinson Sipa. Après 30 ans de carrière, l'un des précurseurs du rythme Soyoyo Agbando, un rythme musical moderne du Bénin, a renoué avec la scène le 4 janvier 2020 pour le plus grand plaisir de ses fans. Reportage de notre correspondant Lefsiono. Les mélomanes ont célébré l'artiste musicien chanteur Robinson Sipa à Cotonou, la capitale économique du Bénin, après 30 ans de carrière musicale. Précurseur du rythme musical dénommé Soyoyo Agbando, avec son frère défunt Eddie Lobo, Robinson Sipa a renoué avec la scène musicale à travers un concert de renaissance et revisité le riche répertoire du groupe musical La Panthère Noire. Orchestre créé avec son frère jumeau en hommage à leur défunt père, l'artiste pluridimensionnel Georges Kenom. C'est pas un retour, moi je veux dire c'est une continuation. C'est toujours le travail là pour avancer. Tout ceci est pour le Bénin, nous sommes en train d'avancer. Robinson Sipa a sauvegardé les acquis du groupe musical et continué l'aventure de 1997 à nos jours. À travers ses chansons,
Le musicien-chanteur véhicule des messages d'amour, de paix et d'espoir. Engagé, il dénonce également les vices de la société. Il dit, je ne chante pas pour Jean, je ne chante pas pour Pierre ni Paul. Je chante pour tout le monde. Si ce monsieur Père Ronton ne connaissait pas Sipa et ne sait pas de quoi il est capable, il ne peut pas faire ça. Sipa n'est pas le seul artiste dans ce Bénin. Et il a été le premier. Il faut noter que le groupe Panthère Noire a été créé dans les années 80. Le frère jumeau de Robinson Sipa, Eddie Lobo, est décédé en 1997. L'album Vaudois Honti a lancé la carrière musicale des concepteurs du Soyoyo Agbando en 1996. Robinson Sipa a à son actif une dizaine d'albums. Un disque d'or lui a été décerné le 4 janvier 2020. Il prévoit la sortie d'un nouveau single cette année. Dans l'actualité sportive, le footballeur sénégalais Sadio Mané a été sacré meilleur joueur africain de l'année 2019, mardi 7 janvier. Est en lice son coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Cette victoire, il a dédié au peuple sénégalais. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Les Sénégalais se réjouissent du sacre de Sadio Mané. L'enfant de Bambali s'est vu décerner le prix du meilleur joueur africain de l'année 2019 ce 7 janvier 2020 en Égypte. Nous sommes très contents, nous sommes fiers de lui. Nous sommes très fiers de Sadio Mané parce qu'il a gagné le trophée de Ballon d'Or africain. C'était sans surprise pour nous, comme il avait perdu le Ballon d'Or France Football. C'est un bon joueur et il ira très loin dans ce monde du football. Annoncé comme le grand favori de cette distinction, il succède à son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, dont l'absence lors de la cérémonie des CAF Awards est déplorée par les supporters sénégalais. Je ne sais pas ce qui justifie l'absence de Mohamed Salah. Au-delà de tout cela, nous sommes tous africains. Que le Sénégal gagne ou pas, c'est l'Afrique qui gagne. Nous ne sommes pas contents de son comportement. C'est la première fois que l'ancien pensionnaire de Génération Foot Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain. Il est le deuxième Sénégalais après El Hadji Diouf à avoir ce titre individuel. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.